Je vais commencer par montrer un petit vidéo qu'on a fait spécialement pour ce groupe. L'inégalité des revenus est l'un des plus gros défis auxquels le monde fait face aujourd'hui. Elle est susceptible de déstabiliser les sociétés et de mettre à mal les futures avancées économiques. On pense souvent que la redistribution et l'éducation sont les seules solutions pour contrer ce problème. Cependant, il existe de nombreuses façons de promouvoir l'inclusion sociale tout en favorisant la croissance. Le rapport sur la croissance inclusive et le développement prend en compte 7 secteurs clés pouvant faire la différence. Emploi et opportunités, offrir à tous des salaires équitables et de bonnes conditions de travail. Éducation, donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour réussir. Services financiers, faire en sorte que leurs épargnes et capitaux soient productifs. Services d'infrastructure et de santé, pour une main-d'œuvre en bonne santé, mobile et connectée. Lutte contre la corruption, afin que ceux qui le méritent le plus soient récompensés. Développement des actifs et entrepreneuriat, pour favoriser la résilience et l'innovation. Impôts et la redistribution, juste et progressif. Ce n'est pas la croissance qui importe, mais la mise en œuvre du bon type de croissance. La Nouvelle-Zélande se classe en tête en termes d'éthique politique et d'entreprise, et deuxième en termes de transferts fiscaux. Ceci représente une base saine pour que les entreprises et les gens prospèrent. La Malaisie est en tête des pays à revenus intermédiaires pour son investissement dans une économie réelle, où davantage de capital est attribué à la recherche et au développement, et aux investissements dans l'infrastructure et le développement d'entreprises. Parmi les pays à faible revenu, le Kenya se distingue pour son inclusion financière et la qualité de son système éducatif. Chaque pays du monde doit en faire plus pour stimuler l'inclusion. La croissance et l'inclusion peuvent aller de pair et tous les dirigeants ont la responsabilité d'agir en ce sens afin d'atteindre ce but. En travaillant ensemble sur les bonnes politiques et les bons investissements, les entreprises et gouvernements peuvent jouer un rôle clé pour assurer que la croissance inclusive devienne une réalité. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est de parler un petit peu plus de ce rapport. Je vais commencer par un peu le pourquoi du rapport. Et je crois que la conversation aujourd'hui, ça explique bien pourquoi il faut parler de la question de la croissance inclusive. Et puis, un peu sur la méthodologie, assez light, disons, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, bien sûr, les résultats, et surtout les résultats pour la France, pas spécifiquement pour cette région, mais je crois que certaines choses vont résonner. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce rapport en ce moment? Alors, si on regarde dans le monde, depuis les dernières 3 décennies, par exemple, il y a vraiment une augmentation d'inégalités. Ici, on voit les pays de l'OCDE. Là, presque partout, il y a un écart, en fait, une augmentation d'inégalité des revenus. On voit la même chose dans beaucoup de pays en voie de développement, alors c'est quelque chose d'assez marqué. Et en même temps, il y a pas mal de recherches qui est en train de se faire à l'OCDE, mais aussi à l'FMI et par d'autres organisations, qui montrent que, en fait, cette inégalité, ça pèse sur la question, la croissance. Alors, c'est vraiment une question fondamentale sur le fonctionnement des économies. Et en même temps, en parallèle, on a nous-mêmes au World Economic Forum, on a un rapport qui sort chaque année sur les risques globaux. Et là, on voit vraiment, et c'est encore en anglais, mais que l'augmentation des inégalités est très reliée avec d'autres risques qui sont vraiment inquiétants, tant que le chômage, etc., mais aussi vraiment l'instabilité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On regarde la croissance inclusive et si la manière de laquelle je pense à ça, c'est vraiment si on regarde 2 cercles, et on regarde le cercle qui est vraiment la croissance économique et toutes les choses qui font en sorte qu'on est en train d'avoir une bonne croissance. De l'autre côté, un autre cercle qui fait toutes les choses pour l'inclusion sociale. Et si on regarde ce qu'il y a au milieu, c'est ça qui est vraiment important pour tout ce qui est croissance inclusive. Et c'est vraiment quelque chose, c'est que la croissance touche tout le monde et pas seulement quelques chanceux. Je dirais aussi que c'est très important pour nous en ce moment de faire ce rapport parce que ça nous ramène un peu de nos racines. Vous avez entendu un peu parler par le professeur Schwab plus
avant, sur cette idée des partenariats. En fait, chez nous, on parle de stakeholders, en fait, stakeholder theory. Et l'idée, c'est que tout le monde, tous les partenaires, soit le gouvernement, mais aussi les employeurs, les employés, etc., doivent participer et bénéficier du processus de l'économie. Alors, juste rapidement, vous avez vu une partie de ça dans le film, mais juste pour vous donner une idée, on regarde ce qu'on appelle 7 piliers, disons, de la croissance inclusive. Et chaque pilier est fait de plusieurs sous-piliers, soi-disant. Alors, il y a 7 piliers, 15 sous-piliers. Je ne vais pas parler de chacun pour manque de temps. Et bien sûr, tous les indicateurs. On regarde à peu près 140 indicateurs. Et on peut les reconstruire jusqu'ici. Je vais juste rapidement parler des 7 piliers. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence avec des choses qui sont, si on regarde en bas, l'éducation et les transferts fiscaux, des choses qui sont assez classiquement associées avec ce qu'on pense à l'inclusion sociale. Alors, pour tout ce qui est transferts fiscaux, c'est surtout l'imposition, les impôts, mais aussi la redistribution. Ça, c'est très important, mais ce n'est pas la seule chose. Parfois, on parle aussi de l'éducation et les connaissances. Ça aussi, c'est très important et ça fait partie de ce qu'on regarde, mais c'est beaucoup plus large, le champ qu'on regarde dans ce rapport. Et je vais juste rapidement vous parler de gauche à droite des autres choses qu'on prend en compte. On commence avec l'emploi et la rémunération du travail. Et là, c'est vraiment question de à quel point l'emploi est productif et le travail salarial et non salarial est permis un bon niveau de vie, qu'il n'y ait pas de chômage, etc. Le deuxième, c'est tout ce qui est le développement des actifs et entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment très important, tout ce qui est création des petites entreprises, accès à la propriété immobilière, les maisons, en fait, l'habitation, pour créer des nouveaux emplois. Après, on a tout ce qui est intermédiation financière, et aussi là, c'est vraiment pour créer dans l'économie réelle des affaires, des emplois. Les corruptions et les rentes. Alors là, on parle vraiment de tout ce qui est éthique, politique et des entreprises. C'est vraiment, si on pense à quelque chose qui est vraiment mauvais pour la croissance, mais aussi pour l'inclusion sociale avec des gens à chaque niveau qui exploitent ceux qui n'ont pas le pouvoir, ça c'est quelque chose de très important aussi, les rentes. Et par là, on veut dire que l'économie est dans le pouvoir de juste quelques mains. Et finalement, les services de base et l'infrastructure. Et là, on veut dire l'infrastructure, bien sûr, de transport numérique et aussi des services de santé. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on met dedans. Une seule chose à dire, pour les gens qui connaissent bien le rapport sur la compétitivité que le professeur Schwab a mentionné avant, on n'a pas un rang, en total, un classement pour tous les pays. Pourquoi? Parce que c'est assez nouveau. Et on ne peut pas savoir quel indicateur ou quel pilier est plus important. Est-ce que l'entrepreneuriat est plus important que le bon emploi? Est-ce que l'éducation, il faut mettre plus d'accent sur ça que sur de combattre la corruption? On ne sait pas encore. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a des classements pour chacun de ces 7 piliers, des 15 sous-piliers, etc. Et pour des pays avec les mêmes niveaux de moyens. Alors on regarde ensemble les pays avancés, par exemple, et on a 4 catégories jusqu'aux pays avec les basses revenus. On va regarder quelques graphiques. En fait, juste une chose de plus. On a coloré des parties de cette feuille, et on va voir juste rapidement. Après, c'est comme un feu de circulation. Juste pour rapidement donner une idée d'où les pays ont des bons résultats et où ils sont un peu pires. Alors vert, ça serait bien. Rouge, c'est pas bien. Et jaune, c'est entre deux. Alors, juste rapidement, je voulais juste regarder rapidement les grands pays en voie de développement, une partie des BRICS, parce que tout le monde est toujours intéressé par le Brésil, la Chine, etc. Et il y a certaines choses d'intéressantes à voir, et j'ai aussi fait un autre type de graphique ici, qui s'appelle toile d'araignée. Et là, c'est assez pratique pour comparer des pays ou des régions.
Et c'est sur une base de 1 à 7. 1, c'est le pire des cas, des scores. 7, c'est le meilleur. Alors, le plus loin à l'extérieur est la ligne. Le mieux le mieux sont les résultats pour le pays dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit premièrement que c'est vrai que la Chine n'a pas toutes les données pour l'éducation, alors on ne peut pas le regarder, mais on peut voir certaines choses assez intéressantes. On voit premièrement que la Chine qui en bleu est en tête dans tout ce qui est entrepreneuriat, et ça c'est peut-être pas très étonnant. Et aussi dans tout ce qui est intermédiation financière, aussi en corruption, même si c'est assez mauvais pour tous les trois. Parce que si on pense qu'on est en train de comparer avec la Russie et le Brésil. Alors après, on regarde le Brésil, on voit que le Brésil qui est en rouge est le pire en corruption. Alors ça, c'est peut-être pas étonnant si on lit ce qu'il y a dans les journaux. Mais très intéressant, le Brésil est assez bien en tout ce qui concerne transferts fiscaux. Alors c'est vrai qu'il y a des systèmes assez intéressants au Brésil pour assurer des transferts. Et finalement, si on regarde la fédération russe, c'est surtout l'éducation. Et ça, c'est quand même assez bien connu, je crois. Alors, pas tellement étonnant. Et ça, c'est juste pour commencer à regarder. Après, vous pouvez vraiment regarder dans les détails si ça vous intéresse. Je pensais que ça serait aussi intéressant de montrer l'écart entre le nord et le sud en Europe. Et par rapport à la France, que j'ai mis au milieu. Et en fait, la France tombe pile au milieu, comme on peut voir. L'Europe du Sud, c'est en vert, l'Europe du Nord en bleu, et puis la France en rouge. Et dès maintenant, la France va toujours être en rouge parce que c'est plus facile à regarder. Et là, on voit que c'est vrai qu'un peu partout, le Nord n'est pas seulement bien commencé en termes de croissance, etc., mais aussi en termes de tout ce qu'on fait pour avoir une croissance inclusive. Et ça, c'est intéressant. On voit surtout des écarts importants dans tout ce qui est corruption, entrepreneuriat et emploi et rémunération. Et la France est au milieu, comme j'ai dit, mais un petit peu plus proche quand même aux pays du Nord, ou même pile au même. Pour tout ce qui est transferts fiscaux, encore, c'est vraiment la redistribution, aussi bien que tout ce qui est infrastructure et services. Alors, la France. Maintenant, on va vraiment juste se concentrer un peu sur la France. Alors, si on regarde là, on voit, si on parle encore de ces couleurs de feux de circulation, on voit que c'est en bas, les transferts fiscaux et tout ce qui est redistribution, où la France est meilleure ou a la meilleure performance. Mais, et infrastructure, ça va, mais on voit vraiment, et ça c'est par rapport à 29 autres pays avancés, on voit vraiment un écart. Et on va regarder un petit peu les comparaisons. Alors maintenant, je pensais que ça serait intéressant de comparer avec les États-Unis. Alors, les États-Unis et la France ont tous les deux des résultats assez moyens. Mais il y a des différences. Et c'était assez étonnant, je crois, pour les Américains, parce qu'on pense toujours d'être les meilleurs et on n'est pas là-dedans. Mais c'est assez intéressant, c'est assez proche. Et en fait, la France est mieux que les États-Unis dans plusieurs domaines. Mais les grandes différences, c'est surtout, si on regarde la France, c'est mieux que les États-Unis dans tout ce qui est emploi et rémunération. Et ça c'est parce que même si le chômage est plus bas aux États-Unis, il y a beaucoup de travail avec des salaires très bas qu'on n'a pas en France. Alors ça explique un peu les différences. Mais quand même, en tout ce qui est entrepreneuriat, les États-Unis est beaucoup mieux que la France. Et ça, c'est assez important parce que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça soit durable. Alors après, la France et l'Allemagne, on commence à voir un pays qui est un peu mieux que les États-Unis, un peu mieux que la France. Quand même encore, la France est mieux avec tout ce qui est redistribution que l'Allemagne. En partie parce que c'est plus important en France qu'en Allemagne. L'Allemagne a les meilleurs résultats avant la redistribution, mais quand même. Et encore, c'est là, avec l'Allemagne, l'Allemagne est mieux que la France pour tout ce qui est emploi et rémunération parce qu'il y a des taux tellement bas de chômage. Voilà. Et aussi des salaires qui ne sont pas tellement bas. Voilà. Alors, on commence à être très dur avec la France. On compare avec la Norvège. La Norvège est parmi les meilleurs. Jusqu'à présent, ça se passait bien. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est un petit pays, tout ça. Mais c'est vrai que les Nordiques, ils sont assez bien.
Ici, ce sont des pays qui approchent leur économie vraiment avec cet esprit dès le début. Et on peut voir ça dans les résultats. Et on voit surtout des grandes différences en emploi et rémunération, mais aussi en tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Corruption aussi. Il y a vraiment très très bas corruption quand on va dans les pays du Nord. Alors, je voulais juste montrer rapidement, et ça c'est juste une autre manière de regarder. Ça c'est tous les pays qui sont en tête, qui sont premiers dans un des 7 piliers. Et encore on voit, alors ça veut dire que la Finlande est meilleure en éducation et compétences, aussi l'entrepreneuriat, le Japon pour tout ce qui est corruption, etc. Que la France est très, en fait ça a l'air rouge, mais en fait c'est pas rouge, c'est orange. Il ne faut pas trop s'inquiéter, hein. Alors, c'est peut-être, ça veut juste dire que c'est le moment, justement, peut-être. Ouais, j'allais dire que la France est très orange. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, c'est juste pour vraiment vous dire que ça, c'est censé être un outil que vous pouvez aller regarder. Tout ça, c'est sur l'Internet, je vais montrer après le site web où vous pouvez le trouver. Mais que vous pouvez aller voir pourquoi ces numéros, tous ces chiffres dans les classements. On voit là les bonnes choses qui ne vont pas étonner la France. L'infrastructure, les services, c'est très bien. Tout ce qui est protection sociale, c'est très bien, une bonne protection. Éducation et compétences, ça commence à être moyen. Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, parce que moi j'ai fait une année d'études quand même en France quand j'étais à la fac, c'est l'écart pour les résultats, entre des gens qui viennent des backgrounds différents socio-économiques, je ne sais pas comment dire, des couches différentes socio-économiques. On voit vraiment des grandes différences en France. Et puis après, il y a toutes ces choses d'entrepreneuriat qu'on a déjà vues, rémunération, etc. Alors, juste quelques conclusions. Premièrement, je vais en faire pour le rapport en général, juste pour vous dire ce qu'on est en train de se dire sur ce rapport. Après, pour la France. Alors, si vous sortez avec quelque chose de ce rapport, c'est vraiment de vous dire que le discours sur tout ce qui est inégalité et croissance inclusive, c'est vraiment trop restreint. Tout le monde pense à la redistribution, à l'éducation, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on a vues qui sont importantes. Deuxième chose, c'est vraiment très possible et même souhaitable d'être à la fois pro-égalité et pro-croissance. Ce ne sont pas des choses qui sont en confrontation. En fait, si on regarde les résultats de ce rapport avec le rapport sur la compétitivité, on voit que beaucoup de pays qui font très bien dans un et ils font très bien dans l'autre. La promotion de l'inclusion n'est pas seulement quelque chose pour les pays riches. Ce n'est pas juste un luxe. On voit que beaucoup de pays, dans certains domaines, font même mieux que des pays avec beaucoup plus de ressources. Alors ça, c'est vraiment pour dire que tous les pays peuvent travailler dessus. Et finalement, tous les pays peuvent s'améliorer. Si on pense à ces graphiques de toits d'araignée, et même si on pense à la Norvège, vous pouvez regarder après, même la Norvège n'est pas proche à être parfait. Tous les pays ont quelque chose à faire. Alors maintenant, la France. Juste pour souligner ce que je viens de dire. Alors, les scores sont assez moyens, il faut dire. Et en dessous de la moyenne pour plus que la moitié des piliers et sous-piliers qu'on regarde. Mais il y a de bonnes bases. Tout ce qui est vraiment services, infrastructure, mais aussi déjà avoir un système en place d'imposition et rémunération qui marche bien. Ça, c'est quelque chose d'important pour travailler. Il faut vraiment se concentrer sur le fonctionnement des marchés. Je crois que ça, c'est assez clair. Je ne vais pas trop insister, mais je crois que tout le monde dans la salle sait ça. Et puis finalement, tout ça, c'est juste pour avoir une économie qui est plus durable et plus inclusive. C'est vraiment qu'il n'y a pas de confrontation entre tout ce qui est travailleurs et finances, etc. Que tout ça doit aller ensemble pour avoir une économie qui est plus inclusive et qui va être inclusive pendant les générations à venir. Et si vous voulez voir, vous pouvez tout regarder, on a plein de choses jolies à regarder, des cartes, etc.
Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Merci.